Bien, deux mots pour vous accueillir à ces rencontres de la Grande Motte 2014. D'abord, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons voulu placer ces rencontres sous un thème générique pour une santé durable. Le développement durable et son pendant, la santé durable, est un concept nouveau qui s'entend comme la recherche d'un mode de développement qui permette de répondre aux besoins de santé des territoires sans dégrader l'environnement et sans compromettre donc la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Bonjour à tous. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Merci d'avoir effectivement d'abord associé nos journaux Décision Santé et le quotidien du médecin à vos travaux. Alors, je crois que détrompez-vous, on ne parlera pas aujourd'hui sous la responsabilité de Jean-Paul Ortiz, que je remercie, et de l'ensemble de l'URPS. On ne parlera pas d'ailleurs que d'avenir, parce que les défis qui sont posés, c'est aussi maintenant. Actuellement, les choses ont beaucoup changé. Et donc, nous vous présentons, ce que je vous présente, on a essayé de le mettre en cohérence, ces deux études qui sont faites par le Conseil national de l'ordre. Professeur Nicodème, il me semble que les médecins généralistes qui sont remplaçants sont aussi des libéraux. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'actuellement, nous sommes dans un contexte de baisse de la démographie médicale. C'est très important à prendre en compte. Près d'un médecin sur 2 pense qu'il manque des médecins actuellement et plus de 7 sur 10 pensent qu'il en manquera davantage dans 5 ans. Et ça, nous l'avons vu sur tous les territoires, que ça aille de l'urbain au rural. Les médecins ont le sentiment de travailler trop. Et face à cela, quand on les interroge, ils sont très favorables au regroupement, à la collaboration avec un associé, que ce soit pour gérer la continuité ou la permanence des soins, notamment sous la forme d'une structure telle que les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et ils sont volontaires, comme nous venons de le voir, pour des consultations avancées. Je suis assez frappé de voir à quel point les aspirations sont concordantes à ce que, en tout cas, nous, on observe au niveau national. C'est que la diapo de votre conclusion, c'est ce qu'on a de façon très précise sur les remontées que nous donnent les étudiants qu'on représente. Alors, moi je dis que pour être un professionnel de santé, bien entendu, il faut être un soignant, et ça c'est la base. Il faudra sûrement être un gestionnaire, pourquoi pas un enseignant, et de plus en plus. Et puis, c'est sûr, certains seront des managers à travers un leadership. Il faut surtout être novateur, peut-être être soit l'un, soit l'autre, salarié ou actionnaire, peut-être un jour salarié, un autre jour actionnaire, mais surtout aussi, il ne faut pas mettre d'un côté le privé et de l'autre le public. Je crois qu'aujourd'hui, on peut construire quelque chose en liant le privé et le public avec des passerelles qui sont à mon avis à réinventer. Elles existaient auparavant. Elles sont sûrement à réinventer. Je pense tout simplement qu'il faut valoriser les acquis de l'expérience à la fois dans le privé et dans le public. Voilà comment je vois le profil de carrière médicale pour l'ensemble des professionnels de santé. Alors paresseux, je pense pas qu'on le soit. On demande, comme je l'ai entendu tout à l'heure, plus de clarté, je pense, sur de lisibilité sur notre travail. J'en veux pour preuve ma feuille de salaire qui m'annonce 38 heures, avec c'est ce que m'envoie tous les mois le CHU, 38 heures à peu près, ou 41, pour à peu près 70 ou 75 heures effectives. Donc je pense que c'est comme l'a souligné le député, c'est quelque chose qu'on accepte, parce que finalement, on nous éduque comme ça, et on l'accepte volontiers. Après, je pense que pour savoir si on est plus ou moins paresseux, je pense qu'on est plus en demande d'avoir de la lisibilité, et puis une juste récompense. C'est sûr. Nous, au niveau de l'ISNI, on est en train de porter un projet qui est un manifeste pour des médecins managers, parce qu'effectivement, on considère que la formation des études médicales est trop centrée sur la pathologie et pas assez sur l'entrepreneuriat et le management, ce qui fait qu'effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, créer des maisons pluriprofessionnelles, oui, mais comment elles vont être gérées, comment on va apprendre à pouvoir justement s'entourer d'une équipe, interagir avec cette équipe, comprendre quels sont les enjeux économiques qui sont liés à la mise en place d'une entreprise. Alors effectivement, on peut s'interroger pour savoir si on est fait pour faire quelque chose à vie. C'est la question que je me posais quand le week-end dernier, je l'ai amené d'ailleurs, j'ouvre les Échos du jour
sur la rubrique En vue qui parlait d'Élisabeth II, facilitant ainsi le préambule de mon propos. Elle confiait à propos de son règne, c'est un job à vie. Sans imiter en cela la reine Béatrice qui abdique après 33 ans de règne aux Pays-Bas, ou le pape Benoît XVI qui a renoncé à sa charge pontificale. Alors, là encore, je termine parce que pour moi, le sujet que vous traitez et dont on parle aujourd'hui, il peut s'approcher de manière variable, mais les représentants des associations et des patients, c'est eux qui vont nous faire bouger. Parce que nos petites démarches collectives, jugeant, établissant la meilleure formation possible, c'est des discussions internes, je ne dis pas corporatistes, mais potentiellement qu'ils sont. Ce que l'on sait également, c'est que de nombreux produits pharmaceutiques ont été retrouvés dans l'environnement, mais quand on dit nombreux, c'est assez faible par rapport au nombre de principes actifs qui existent, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 10 à 15% des produits pharmaceutiques que l'on retrouve dans l'environnement, mais je fais la précision parce qu'elles sont recherchées. En fait, aujourd'hui, par rapport aux capacités analytiques que l'on peut avoir pour les eaux de l'environnement, on est capable d'aller rechercher tout et n'importe quoi, et sauf que jusqu'à présent, on a ciblé les recherches sur à peu près 400 molécules, donc on voit qu'il y a 90% des molécules médicamenteuses qui ne sont pas recherchées, donc par voie de conséquence, qui ne sont pas présentes. Mais... Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a plusieurs pistes, hein. Mais est-ce qu'on peut essayer de passer un message pour que les acteurs qui viennent autour de cette journée-là sachent en repartant qu'est-ce qu'on peut faire demain dans notre job quotidien en établissement ou en cabinet pour faire évoluer les choses? Parce qu'on comprend bien qu'il y a des choses d'ordre politique, d'ordre de l'Europe, pour faire évoluer les autorisations de mise sur le marché. On en est bien conscient, mais là, on est un peu impuissant quand même, hein. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble pour essayer de porter des projets de loi sur le sujet, mais ça, ce sont des projets à 5 ou 10 ans. Vous parlez à la fois qu'il y a un manque, on a l'impression qu'il y a un manque de données quand même général sur la capacité, au fond, qui permettrait au fond d'évaluer le risque exactement. Donc ma première question, c'est est-ce qu'on utilise les bons outils? Et sinon, quelles sont les pistes effectivement pour utiliser les outils adéquats qui permettent de mesurer plus exactement ce risque? Vous avez évoqué que lors de l'AMM depuis 2006, des indicateurs d'impact sur l'environnement sont donnés. Est-ce que c'est suffisant pour, là aussi, évaluer le risque pour l'environnement et pour l'homme de manière générale? Est-ce que, à votre avis, est-ce que l'Agence nationale de sécurité du médicament a pris toute la mesure de ce risque qui est hypothétique à avérer? J'imagine que les autres intervenants vont préciser ça. Au niveau des médicaments, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut leur retrouver des propriétés CMR, donc les propriétés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, qui sont analysées dans les AMM. On peut leur retrouver des propriétés perturbateurs endocriniens, donc avec notamment les effets comme les hormones, et des propriétés PBT. PBT pour persistance, bioaccumulation et toxicité. Ce qui veut dire que ce sont des substances qui vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire, ce qui a été évoqué avant, qui représentent potentiellement des dangers sur le long terme. Parce qu'il y a un effet d'accumulation, même à des faibles niveaux de toxicité. Et puis, il y a la combinaison de tout ça. Hein. Donc, on imagine qu'effectivement, toutes les molécules qui sont aujourd'hui utilisées ne sont pas anodines. Donc la différence entre la pharmacovigilance et l'éco-pharmacovigilance, c'est que la pharmacovigilance, bien sûr, étudie la nature, l'incidence, la fréquence des effets indésirables, bien sûr, chez les patients qui prennent donc les médicaments, qui sont donc ceux qui vont rejeter effectivement les médicaments dans l'organisme, dans l'environnement. Et puis évalue bien sûr, mise à jour, le développement, l'évaluation du bénéfice-risque. L'éco-pharmacovigilance, c'est beaucoup plus compliqué parce que si on en parle en tant qu'homme, il faudrait pouvoir être capable de savoir quel est l'impact indirect humain que va représenter dans les années à venir ou que représente déjà nos contaminations par les médicaments dans l'eau. Et là, on en est très très loin. Que certains effets indésirables, bien sûr, peuvent échapper. On en a suffisamment parlé, Monsieur Roig et Mme Taillefer ont parlé de ça, échappe bien sûr à la définition et aux données que l'on a dans les rapports pré-AMM, et qu'enfin, il faut trouver un moyen de redéfinir le risque. Pour qui, pourquoi, comment.
Voilà un peu ce que, me semble-t-il, on peut relever de cette journée. D'abord, sur l'exercice des médecins dans les structures qui nous ont été remarquablement présentées ce matin par Rachel Baucher et Patrick Gasser, visiblement, elle va évoluer. Ça nécessite une grande réflexion pour anticiper ces évolutions des métiers avec effectivement éviter des régulations de type économique pour tenir compte de la valorisation des professionnels de santé. Et il faut mener une grande réflexion, de toute évidence, sur la formation des professionnels de santé. Et on a vu combien il fallait préparer les jeunes à des activités qui aujourd'hui, ils n'y sont pas du tout préparés. Et on a vu la problématique du côté managérial dans toutes ses dimensions, hein, management d'équipe, mais management de structure, tant pour les généralistes que pour les spécialistes. Donc la nécessité d'une réforme des études médicales, je crois qu'elle est apparue aux yeux de tout le monde.